Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, on parle des retraites parce que de nouveau le sujet revient sur la table, au centre du débat public. On a un gouvernement qui nous dit qu'il veut faire adopter son texte d'ici l'été prochain. Projet de réforme qui sera d'ailleurs dévoilé dans les prochains jours, le 15 décembre, par l'exécutif. Laurent Berger face à cela, patron de la CFDT, menace en mettant en garde l'exécutif de ne pas créer de troubles sociaux et de ne pas créer un gros conflit social, ce sont ces mots, en janvier. Est-ce qu'il ira, cette fois-ci, le président de la République, au bout de son idée ? Bon, alors déjà, il faut comprendre que la réforme des retraites, on ne sait pas le détail, mais a priori, ça ne sera pas du tout la première réforme des retraites de 2019. Moi, ça, on a compris, elle est beaucoup moins ambitieuse, et donc ce sera une réforme à minima, on va dire, bon, peut-être 65 ans, après on va revenir à 64 ans, on va essayer d'arrondir les angles, sachant que... Il y a pas de négociation possible sur le départ de l'âge légal à la retraite, nous a dit Laurent Berger. Oui, la CFDT, c'est quand même incontournable. Ça va être le point d'achoppement. Non, enfin, disons, ça va être le point d'achoppement sur effectivement cet enjeu-là, sachant que, ne l'oublions pas, le problème de la retraite par répartition en France, c'est que c'est un système Madoff, hein, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses. Ouais, non, mais ça fait peur quand on dit ça. Non, mais ça fait pas peur, c'est une réalité. Encore une fois, pourquoi ne pas dire les choses ? Non, mais Madoff, c'est connoté, ça vous a pas échappé. Hein. Oui, bah, d'accord, mais enfin non, mais c'est bon alors la pyramide de Ponzi, si vous voulez, vous préférez ça ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux ça. C'est mieux ça, d'accord ? Il faut expliquer alors. Non, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que quand nous cotisons aujourd'hui à la retraite, hein, quand on travaille, eh bien, en fait, c'est pas pour payer notre retraite, c'est pour payer la retraite des actuels retraités. Exactement. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs pour nous financer, pour payer notre retraite. Et tout le problème, c'est que donc, tout ça, ça marche tant qu'il y a assez d'actifs pour payer les retraités. D'où le système Madoff. Parce qu'effectivement, dans les années 60-70, il y avait à l'époque encore 3,4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a combien ? 1,4 actifs pour un retraité. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'il y a un problème. Alors pour l'instant, les caisses de retraite vivent sur leur trésor de guerre qu'elles ont accumulé pendant des années. Donc c'est pour ça il n'y a pas trop de déficit, entre guillemets, donc ça ne se voit pas trop. Mais depuis quelques années, ça va évidemment continuer. On va avoir de plus en plus de déficit structurel, hein, au moins 10 à 15 milliards de déficit par an pour les caisses des retraites. Et parallèlement, on a une chance incroyable, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Alors après, est-ce qu'on est en bonne santé ou pas, c'est une autre question, mais toujours est-il que dans les années 60-70, la durée de vie moyenne de la retraite, c'était entre 2 à 5 ans. Donc évidemment, il n'y a pas de problème de financement de la retraite. Sur 2 à 5 ans ? Oui, bien sûr, les 50-60, jusqu'aux début 70, c'était... Oui, 50-60. Aujourd'hui, c'est 20 ans. C'est 20 ans. 25. Encore une fois, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du Centre d'observation des retraites, le COR, et aujourd'hui, c'est 23 ans. Ouais. On a, en moyenne, hein, on a la chance de vivre 23 ans à la retraite, donc c'est formidable. Ouais. Et si ça coïncide... si on a été cadre, on vit plus longtemps. Si on a été à l'usine, entre guillemets... Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut adapter certainement. D'un autre côté, le vrai enjeu, c'est que si on continue comme ça, on l'espère, hein, sauf s'il y a évidemment encore des pandémies, etc., en 2050, on vivra en moyenne 30 ans, plus de 30 ans à la retraite. Donc là, il y a un problème technique. Qui va payer ? Voilà, si on travaille 40 ans, 42 ans, parce que vous voulez, et qu'on vive 30 ans à la retraite, parce que c'est ça le problème de la retraite, c'est comment on vit quand on est à la retraite. C'est ce que je veux dire. Et là, il y a un problème beaucoup plus philosophique, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas besoin de faire cette réforme, nous dit Laurent Berger, qui est quand même quelqu'un d'assez constructif. Il dit le régime des retraites est à l'équilibre, aucun décrochage du régime des retraites n'est annoncé. Oui, mais enfin, alors, comment on finance tout ça ? Parce que là, à l'instant T, effectivement, ça se passe pas trop mal. Et puis après, il y a aussi un autre enjeu, c'est que pour l'instant, c'est financé aussi s'il n'y a pas trop de chômage. Mais si nous avons une récession qui est en train d'arriver aujourd'hui et que le chômage repart à la hausse, on aura également des difficultés. Donc tout l'enjeu est là. C'est-à-dire comment on finance la retraite par répartition. Moi, je pense qu'il faut la sauver, tout simplement, parce que si on continue comme ça, à la fin, elle va exploser. Et donc, c'est là où il y aura des vraies inégalités entre des personnes qui pourront se constituer une retraite et puis d'autres qui, malheureusement, comptaient sur la retraite par répartition et justement, ils n'auront pas, c'est là où on arrive sur Madoff, ils n'auront pas les financements. Et donc, ils vivront chichement, malheureusement. C'est ce qui est horrible. On a vécu ça en Grèce il y a quelques années où les personnes ne pouvaient pas payer la retraite. Est-ce que je veux dire, on n'en est pas encore là, certes, mais toujours est-il que elle est indispensable, nous dit cette réforme de retraite. Elle est indispensable, nous dit Emmanuel Macron. C'est le cas, il faut sauver les pensions. Et en même temps, tous les syndicats, l'Unisson, c'est assez rare, sauf évidemment le MEDEF, CFDT inclus, sont contre. Encore une fois, est-ce que l'osera passer en force ? Ça, c'est de la politique. Et est-ce qu'en termes d'économie, elle est vraiment indispensable, cette réforme des retraites. Alors, moi, je pense que strictement économique. Cette réforme-là, ça va être une réformette. Donc, ça veut dire que dans 4-5 ans, on va faire une autre réforme. Comme on a fait à chaque fois. Comme on fait à chaque fois depuis des années. Je rappelle que le premier livre blanc des retraites, c'était en 1974. C'est ce que je veux dire. Donc,
Parce que ça commence à dater. Et à chaque fois, on fait des réformes des retraites, mais comme évidemment, on triche un peu sur le modèle macroéconomique, on dit oui, il y aura une croissance de 2,5% par an, un taux de chômage de 5,5%, évidemment, ça ne colle pas. Donc à chaque fois, on doit refaire des réformes en permanence, ce qui fait qu'on en a assez de ces réformes de la retraite. Moi, je pense qu'il faut une vraie réforme fondamentale, justement en réduisant les inégalités, parce qu'aujourd'hui, on a toujours... Là, on n'en parle plus maintenant. On a des systèmes spéciaux, particuliers, où justement on a certains avantagés, entre guillemets, par rapport à d'autres. Donc on crée des inégalités. Là, on n'en parle plus du tout. Et on se focalise... Non, c'est plus le sujet, là. Voilà, c'est plus le sujet. Mais on se focalise sur l'âge de départ à la retraite. C'est dommage. Alors moi, je pense qu'il faut faire une vraie réforme. Donc si c'est juste ça, on va prendre le risque d'avoir une crise sociétale pour faire passer l'âge de la retraite à 64 ans, effectivement, ça ne vaut pas le coup. Moi, je suis d'accord, ça ne vaut même pas le coup. À la rigueur, quitte à avoir des problèmes, entre guillemets, des grèves et autres, autant faire une vraie réforme de la retraite et on sera tranquille. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. D'autant qu'il y a des contreparties, c'est ce que Emmanuel Macron a rappelé dans son entretien aux Parisiens. Il reconnaît l'effort qui est demandé aux Français, 65 ans en 2031, mais il insiste aussi sur des contreparties sociales, de justice, d'équité, le relèvement de la pension minimale, quand on accomplit évidemment une carrière complète, la prise en compte de la pénibilité des métiers, des dispositifs dérogatoires pour ceux qui sont rentrés très tôt sur le marché du travail. Il y a quand même des choses aussi en face. Exactement. Et puis en plus, n'oublions pas qu'on a la chance d'être en France. Dans la plupart des pays européens notamment, on travaille beaucoup plus tard. Et donc l'âge de départ à la retraite est beaucoup plus tard, c'est plutôt 67 ans. Je veux dire, donc entre 65 et 67. 65 et 67, ça dépend des pays. Mais bon, donc encore une fois, on n'arrête pas de se plaindre où en France tout va mal. Bon, tout le problème est là, c'est qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Donc on a la chance de vivre en France. C'est ça qui est important. N'oubliez pas que les dépenses sociales en France, c'est un tiers. 32% du PIB. Alors que la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire des pays riches, c'est 20%. Donc, vous voyez qu'on est quand même bien lotis, il ne faut quand même pas exagérer. Mais voilà, le problème, c'est que comme on a une culture de lutte des classes, qu'on ne dit jamais les choses, qu'on n'a pas forcément de vraie culture économique, à part sur Ecorama, bien entendu. Oh, il est gentil. C'est vrai, heureusement que vous êtes là. Ah, oui. Et finalement, ça n'arrive pas à passer. Et donc là, c'est vrai qu'on a ce problème d'inflation qui est là. C'est bouillant, là. Il y a un risque sociétal énorme. Donc il prend un risque politique très fort. Il prend un risque très fort d'un point de vue politique. Et globalement, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, hier, justement, je faisais un débat avec un boulanger, par exemple, sur CNews, sans intermédiaire, et il me disait qu'en fait, je voyais, c'était quelqu'un qui était tout à fait honnête, sympathique, etc., mais il n'en pouvait plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de l'inflation, à cause finalement, des craintes, ils risquent, je dirais, d'aller dans la rue et donc de créer un climat anxiogène un petit peu d'un point de vue social et sociétal. C'est ça qui est très dangereux, parce que ça, on ne s'en remettra pas. Si on a un nouveau épisode, entre guillemets, gilet jaune, on ne s'en remettra pas, sachant que nous sommes déjà en récession. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. La France est déjà en récession. Le PIB français est en train de baisser au 4e trimestre. Il va encore baisser au 1er trimestre 2023. Donc la récession, elle est là. Donc si on ajoute effectivement des déboires sociaux, des grèves, etc., bon, on ne va pas s'en sortir. Mais tout le problème est là, c'est qu'il faut dire les choses et il faut être honnête et il faut faire de la pédagogie. Mais comme évidemment, ce n'est pas le cas et comme on va encore s'arc-bouter, peut-être pour passer en force, ça ne passera pas. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on aura une réformette des retraites, et c'est ça, c'est là où le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et elle ressemblera à quoi, cette réformette ? Ben voilà, on va passer à 64 ans, je pense. Parce qu'au début, on va dire 65. On dit, bon, allez, on fait un effort, on va passer à 64. Bon, il n'y aura pas grand-chose. D'ailleurs, il y aura du monde dans la rue quand on écoute les syndicats. Ouais, mais enfin, c'est un petit peu le bouc émissaire, entre guillemets. C'est l'argument facile où on a envie d'aller dans la rue, et donc ça va déraper. Donc c'est vraiment dommage. Sauf si la France gagne la Coupe du Monde, on ne sait jamais. Alors peut-être ça peut les calmer un petit peu. Mais bon, je rappelle que la France a gagné la Coupe du Monde, et puis quelques mois après, il y avait quand même les Gilets jaunes. Donc ça, c'est pas forcément, je dirais, un bon signe. Mais toujours est-il que cette réforme, il faut bien entendu la faire, mais moi, j'aime pas tellement le thème réforme. Je parle plutôt de modernisation. Parce que c'est un petit peu ça. On doit également aujourd'hui donner le choix aux Français. Moi, je pense que c'est ça qu'on ne laisse pas assez. Moi, je pense qu'on comprend très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler trop tard, qui ont envie de prendre leur retraite très tôt. À ce moment-là, ils auront la retraite en conséquence. C'est pourquoi il faut aider la retraite par répartition avec Dans le projet d'avant, il y avait une histoire de bonus-malus avec un âge pivot. Mais bien sûr. C'est passé à la trappe, ça. Complètement. Donc, puis une retraite par capitalisation également qui va aider. C'est-à-dire que là où je vais mettre de l'argent de côté si je peux, mais c'est pour ma retraite, c'est mon argent. C'est pas pour payer les actuels retraités. C'est pas Madoff. C'est pas exactement. Non, faut arrêter avec ça. C'est vous qui l'avez dit. Non, mais faut arrêter avec ça. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, encore une fois, cet argent nous échappe. On a vu dernièrement le problème de l'Agirc Arco, là, vous savez, qui va être récupéré par l'État. Donc là aussi, c'est assez particulier. Vous voyez, on ne sait pas trop. Les retraites complémentaires. Voilà, les retraites complémentaires. Donc on a ce système justement où moi, je n'ai pas forcément confiance, très honnêtement. Je ne suis pas sûr que quand on sera à la retraite, le plus tard possible, parce qu'on a la chance de faire un métier qu'on aime. Vous, un peu avant moi.
Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. À ce moment-là, on sera sûr d'avoir une bonne retraite, d'être vraiment payé. Donc c'est dangereux quand même, encore une fois, mais voilà, on est dans la fuite en avant, on laisse croire qu'on a les moyens, mais ça aussi c'est l'une des conséquences du coronavirus. La dette publique a augmenté de 550 milliards d'euros en 2 ans. Donc là on nous dit, c'est quoi le déficit des retraites? 10 milliards d'euros par an, peut-être 15 milliards. C'est rien, vous voyez. Oui, mais on a perdu l'échelle des valeurs. Ouais, on a perdu l'échelle des valeurs. Sauf que les taux d'intérêt qui sont en train de remonter vont nous rappeler à la dure réalité qu'il faut rembourser, qu'il y a des charges d'intérêt et que bientôt ça deviendra le premier poste de dépenses de l'État. Exactement, puis après de crédibilité. C'est-à-dire que là aussi, la France est attendue. Il y a quelques jours, le FMI a lancé un avertissement à la France sur le dérapage de ses comptes publics. C'est passé inaperçu parce qu'on ne veut pas en parler, mais c'est quand même extrêmement rare, extrêmement grave. Là, habituellement, le FMI s'adresse aux pays d'Amérique latine, voire à la Grèce, etc. Là, c'est la France. Et quand on voit les prévisions du FMI, ça c'est incroyable. La France est le pays, le mauvais élève de l'Europe. Derrière la Grèce, derrière l'Italie, en termes de déficit public. Ouais. Donc là, on sera a priori autour de 6% fin 2023. En termes de déficit, oui, normalement. Oui, mais c'est énorme. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on a eu quand même de la croissance en 2021, et puis également en 2022. Donc normalement, on aurait dû bien réduire nos déficits. C'est même pas le cas, quasiment pas. Et on continue, la dette publique qui flambe, et les taux d'intérêt qui, bien sûr, vont augmenter. Et donc, qui va payer à la fin? C'est pas compliqué, qui va payer? C'est vous et moi. C'est-à-dire, c'est les contribuables. C'est-à-dire que les contribuables, les entreprises, qu'aujourd'hui, globalement, il y a un risque d'augmentation encore des impôts. Et donc, sans compter les taux d'intérêt qui augmentent, qui revêt un coût pour l'économie. Quand les taux d'intérêt augmentent, ça casse la croissance, ça casse l'investissement, la consommation, l'immobilier également. Donc, c'est nous qui payons tout ça. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on nous fait porter finalement le chapeau et également le coût. Donc, mais voilà, il n'y a pas de, je pense qu'il y a un manque de courage politique et de cohésion sociale dans la France, dans notre belle France, dans notre douce France, parce que justement, on n'a pas expliqué, on n'explique pas les choses. Et on nous a laissé croire pendant quelques mois, voire quasiment 2 ans, qu'on pouvait comme ça, que l'argent magique tombait du ciel, que c'est financé par la BCE, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, il faut dire les choses. Cette planche à billets a généré également de l'inflation. Regardez ce qui se passe sur l'énergie aujourd'hui. C'est quand même une erreur stratégique également de plusieurs décennies sur l'arrêt du nucléaire, sur la réduction du nucléaire. Et on n'a pas du tout anticipé ce qui est en train de nous arriver. Donc, l'erreur, elle est là, c'est que tous nos dirigeants depuis des années, par exemple pour la retraite, n'ont pas anticipé. Ils le savaient, on ne peut pas dire qu'ils ne le savaient pas, n'ont pas anticipé. Et là, maintenant, on est sauf que les Français n'en veulent pas. 70% des Français, après on passe à autre chose, ne veulent pas de cette réforme des retraites aussi. Oui, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas conscients des enjeux. Parce que le problème est là. Si on vous dit demain qu'on ne va pas payer votre retraite, je dirais, à l'aune de ce que vous avez cotisé, parce que n'oublions pas, on a cotisé toute notre vie pour avoir la retraite. Donc, vraiment, c'est indu. Et si on arrive à la retraite, on dit, désolé les gars, on ne peut pas. Non, ça c'est inadmissible. En tout cas, pas ce qui était prévu. Pas ce qui est prévu. Oui, mais c'est inadmissible. Dans l'actualité, Marc, il y a aussi la Fed qui se réunit demain et les investisseurs se demandent à juste titre à quelle sauce la Banque centrale américaine va aller manger. Le plus probable, c'est ce qui est pricé par les marchés, c'est 50 points de base, 0,5% de hausse des taux directeurs. Et c'est vrai qu'en même temps, les bons chiffres de l'emploi américain de vendredi pourraient remettre en question, selon certains, cette hausse qui est quasi acquise. Non, je pense que là, la Réserve fédérale américaine, c'est vrai qu'elle a pris un peu de retard à l'allumage, c'est-à-dire qu'en 2021, alors que l'inflation est commencé à arriver nettement aux États-Unis, elle a dit non, tout va bien dans le meilleur des mondes, on va gagner du temps, etc. C'est transitoire, elle s'est trompée. Et puis, début 2022, elle a dit, bon, ok, mea culpa. Ok, on accélère. On accélère. Bon, déjà, elle l'a fait, parce que la BCE n'a toujours pas fait son mea culpa, je vous rappelle. Et ça, encore une fois, on le voyait, l'inflation, je le disais ici même, qu'il y avait cette inflation qui augmentait, on brillait au nez, la Réserve fédérale le savait, elle a fermé les yeux, ensuite elle a réagi. Donc elle réagit un petit peu tard, maintenant quand même, elle a fait le boulot. C'est-à-dire qu'elle a très fortement augmenté les taux d'intérêt, elle va encore l'augmenter, je pense, de 50 centimes demain. On va peut-être monter à 5% de taux d'intérêt monétaire, même un petit peu plus, d'ici le printemps prochain, ça suffit. Sachant que nous sommes déjà en récession aux États-Unis. Il y a eu donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB aux États-Unis, donc au premier et au deuxième trimestre 2022. Ce qui n'empêche pas le marché de l'emploi de se porter comme un char. Oui, alors, le problème là, on est encore dans une conséquence du coronavirus, avec ces fameux pénuries de main-d'œuvre. Vous savez qu'aux États-Unis, d'ailleurs en France c'est un peu moins le cas, mais ça existe également. On a eu la Great Resignation, c'est-à-dire la grande démission. On a eu 3 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail, qui ne sont plus revenus. Donc c'est vrai que c'est nouveau tout ça. Donc bien sûr qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, et donc c'est ce qui fait que les salaires augmentent encore 5,6% de hausse aux États-Unis le mois dernier. C'est assez incroyable. Donc c'est vrai que la Réserve fédérale, bon, ok, on a compris, elle fait de la récession, c'est bien. Je crois que c'est 5,1% de mémoire, les salaires. Ouais, mais c'était 5,6, bon, on va pas chipoter, mais c'était 5,6 il y a peut-être quelques mois. Bon, toujours est-il que ça augmente assez fortement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aujourd'hui une situation où l'économie américaine
Là, il y a une nouvelle baisse du PIB qui va arriver au 4e trimestre. On a les indicateurs avancés des directeurs d'achat qui montrent que dans l'industrie, dans les services, dans la construction, bon, c'est quand même pas bon. L'immobilier qui aussi s'effondre aux États-Unis. Donc c'est bon, la Réserve fédérale a fait le boulot. Okay, après, il y a un problème de crédibilité. C'est comme elle a agi un peu trop tard, elle veut dire, oui, maintenant je suis forte, etc. Donc je remonte les taux d'intérêt. Ce qui n'est pas le cas de chez nous, bien entendu, dans la zone euro. Et donc, c'est ce qui fait que maintenant, il faut calmer le jeu. Le problème, c'est que, bien entendu, les marchés, dès qu'on leur dit c'est bon, je m'arrête d'augmenter les taux d'intérêt, ils sont fous de joie. Et donc, ils flambent. Et donc, ce qui alimente effectivement les bulles. Vous n'êtes pas à l'aise avec ce rebond en ligne droite des marchés boursiers? Non, c'est-à-dire, enfin, je donne l'image un peu, souvent, les marchés, c'est un peu comme des enfants, c'est-à-dire, je les connais depuis 25 ans, donc maintenant j'ai compris, hein, globalement. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est des bonbons, quoi, des confiseries. Donc, après, ils sont contents, ils oublient que les confiseries, ça donne des caries. Donc là, c'est exactement ça. Ils oublient que la Fed dit, bon, on va peut-être un peu moins augmenter les taux d'intérêt. Ah là, c'est formidable, ça y est, c'est fini, tout va bien dans le meilleur des mondes, les marchés flambent. Tant mieux, sauf qu'ils oublient que après, ça donne des caries. C'est-à-dire que globalement, n'oublions pas que pourquoi la Fed augmente moins les taux d'intérêt, c'est parce qu'il y a une récession. Or, que sont censés, je dirais, refléter les marchés boursiers? Les profits à venir, les profits qui viennent du chiffre d'affaires et qui viennent de l'activité économique. Quand il y a récession, il n'y a pas de croissance des profits. Donc s'il y a récession, il y a même baisse des profits. Oui, évidemment. Baisse des profits. Donc ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est du court-termisme. Et donc, bon, on a les fameuses montagnes russes, hein, sans aucun rapport avec Poutine, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire que globalement, les marchés oscillent très fortement, sont extrêmement volatiles. Et ça va évidemment continuer, parce qu'à un moment, il faudra pricer, justement, intégrer ces pertes qui sont à venir, sans oublier le dégonflement de la bulle du numérique, qui n'est pas terminé. Et donc qui peut là aussi revenir assez rapidement, et donc qui fait que globalement on aura, je pense, un revers un petit peu sur les marchés. Ça repartira ensuite, hein, à partir de la mi-2023. Je ne suis pas complètement pessimiste sur les marchés, ça repartira, mais là je pense que la purge n'est pas encore terminée. Oui, moi, à court terme, la purge sur les marchés boursiers n'est pas terminée. Moi je pense que ça va revenir, c'est-à-dire que si on peut donner un objectif sur le CAC 40, j'avais déjà donné, mais c'est important de le dire, j'avais dit 5005, donc si on passe sous les 5005, il faut acheter, puis si on va au-delà des 6005, il faut vendre. Donc là on est en plein dedans, bon, le rallye est là. Donc après, alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit rallye de fin d'année, donc on peut se dire que ça va peut-être continuer. Bon, il y aura des bons chiffres de l'inflation, vous allez voir, en fin de semaine et la semaine prochaine aux États-Unis, elle va un petit peu baisser encore. Donc là, les marchés vont dire, ah, génial, l'inflation repart à la baisse. C'est quand même 7%, plus de 7% d'inflation. Hein. Dans la zone euro, on est passé de 10,6 à 10% d'inflation. Et puis, en début d'année, l'inflation va repartir un petit peu à la hausse. Donc là aussi, les marchés vont de nouveau s'inquiéter. Donc voilà. Donc les marchés boursiers pourraient de nouveau corriger à court terme. Complètement. Et puis surtout, ils sont très épidermiques. Voilà. Et donc on voit ces phases de hausse, notamment sur les valeurs du numérique, ça c'est incroyable. Hein. On a des séances avec plus 7, moins 7. Enfin bon. On voit bien qu'il n'y a pas de tendance, c'est vraiment des allers-retours, sachant que la bulle du numérique n'est pas complètement dégonflée. Si on se souvient, la bulle Internet, on avait une croissance de 1000% du Nasdaq, après moins 75%. Là, on avait fait plus 1100% sur le Nasdaq pendant la bulle du numérique. Et on est à moins 35, moins 37%, ça dépend des jours. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas forcément terminé. Donc moi, je pense qu'il y a encore 10 à 15% de baisse sur les indicateurs, le Nasdaq notamment, voire sur les marchés boursiers au sens large. Et après, ça repartira à la hausse. Donc voilà, ça va être encore une fois ce mouvement sinusoïdal où il faudra faire des allers-retours réguliers. Par contre, c'est vrai que sur le long terme, c'est ce qu'on sait, dès qu'il y a une fenêtre de tir, que les marchés ont bien baissé, il faut acheter et garder sur le long terme. Ça reste une opportunité très intéressante. Allez, merci de passer nous voir. Avec plaisir et bonne fête de fin d'année. Pareil, Marc Toiti, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. Bye.